Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La perte. La voix. Tu dois écrire. Depuis ce matin, cette phrase défile en boucle dans ma tête. Cette idée est suffisamment persistante et obsédante pour que j'essaie de comprendre. D'où vient-elle? Était-ce le rêve de cette nuit? À vrai dire, ce n'était même pas un rêve mais plutôt une discussion dans la nuit. Je délire. Une voix sortait de la nuit profonde et s'adressait à moi. Elle était douce, suave mais paradoxalement très injonctive. Tu dois écrire. Écrire. Mais écrire quoi? Ton histoire bien sûr. Mon histoire. Mais pourquoi faire? Parce qu'elle doit être écrite tout simplement, et tu parleras de moi. De toi, mais qui es-tu? Tu le sauras, bientôt, la voix est espiègle. Peux-tu me donner des indices? Autour de ton livre il y aura un ange. Et des oiseaux. C'est à ce moment-là que je sursautais. À demi consciente, je regarde autour de moi. Personne. La pénombre. Juste le calme de la nuit qui envahit la maison et ma chambre. Je me lève. Je traverse les pièces de la maison pour boire un peu d'eau, avant de retourner me coucher. Impossible cependant de retrouver le sommeil. Je croque une pomme. Toujours pas signe de sommeil. La voix est là, incrustée dans ma tête et dans la chambre. Elle s'installe comme une complainte. Elle est dans les murs. Elle est dans mon lit. Elle ne cesse de se faire entendre. Tu dois écrire. Tu dois écrire. Tu dois écrire. Que faire? Attendre le sommeil, assise dans mon lit, ou m'occuper? J'ai l'habitude de ces interruptions nocturnes. Elles se manifestent depuis bien longtemps maintenant. Déjà dans mon enfance, puis dans mon adolescence. Je prenais alors un livre, et je l'avalais dans la nuit. Une histoire d'amour de préférence. Une histoire où l'héroïne est une femme et qu'elle finit, après bien des périples, par trouver l'amour. Puis ces intermèdes nocturnes ont continué étant adulte. Ils se sont même accentués depuis une dizaine d'années. En fait, j'ai des nuits très productives. Plutôt que de chercher à dormir à tout prix, j'ai décidé de respecter ces moments d'insomnie et de les rendre actifs. Je me suis rendu compte qu'il était plus facile de les accepter comme tels que de les refuser, et de chercher à les faire taire à tout prix avec des somnifères ou de tourner dans mon lit en quête du sommeil. En vain. Mon corps n'aime pas du tout que je le force dans ce sens. Il préfère que je le laisse aller à son rythme et curieusement dans la journée qui suit, le manque de sommeil ne se fait plus sentir comme avant. Je suis toujours surprise d'ailleurs car malgré ces intermèdes, mon énergie est d'un niveau tout à fait acceptable le lendemain. Le rythme de l'interruption nocturne semble convenir à mon corps. Alors, je lui ai trouvé une activité favorite, il écrit. C'est ce que je décide de faire à nouveau cette nuit-là. Je prends donc mon cahier et j'écris les bribes du message dont je me souviens. Comme d'habitude, je ne peux m'empêcher d'y adjoindre mes impressions. En fait, ce sont moins les situations rencontrées dans des contextes très divers que leurs effets et les tensions qu'elles génèrent sur moi que je note et que j'explore dans la nuit. Le doute, la tristesse sont souvent des émotions qui ressurgissent. Alors que la vie se repose autour de moi, je me laisse aller à mon ressenti sans risque d'être dérangé, avec cette intensité particulière que dégage le calme de l'obscurité et du milieu de la nuit. Cette nuit-là, je suis intriguée au plus haut point. Comme je viens de le dire, l'écriture m'a toujours attirée. Mais là mon cœur bat très vite. Tous mes sens sont en éveil. L'ambiance dans la chambre est chargée de quelque chose de particulier, de mystérieux. Je ne saurais dire ce qui se passe. Et cette impression que c'est au-delà du rêve ou du cauchemar. C'est comme un message. J'obtempère. Je prends mon crayon et je me mets à écrire. À la place du doute et de la tristesse, c'était un fort questionnement qui s'était installé. Pourquoi ce message? Pourquoi parlais-je d'un message? N'était-ce pas tout simplement un mauvais rêve, ou plutôt un cauchemar? Et pourtant non, c'est bien de messages qu'il s'agit plutôt que de rêve ou de cauchemar. Comme si j'étais alors dans une semi-conscience, et que l'échange avait réellement existé. En l'absence de réponse, je décide comme à mon habitude de suivre mon intuition. Il s'agit bien d'un message qui m'a été transmis par la voix de l'inconscient dans la nuit.
Je vais laisser faire et voir ce qui se passe dans les prochains jours ou prochaines nuits. J'aurai très certainement des confirmations si je dois aller dans cette direction. Après quelques heures d'éveil, je replonge dans le sommeil. Mais le matin, l'injonction est toujours là. Tu dois écrire. Et elle s'installe durant les jours et les semaines qui suivent. L'accident. Je commence à écrire. Tout commence en ce début du mois de novembre 1966. Je suis à l'école ce jour-là. Ma mère vient me chercher au moment du déjeuner. Inhabituel. Mais je suis heureuse de la voir. Je n'aime pas beaucoup déjeuner chez ma gardienne. Je ne m'y sens pas à l'aise. Elle s'adresse à Mimi chez qui je déjeune donc tous les midis. Je ne sais plus pourquoi je n'allais pas à la cantine, avec les autres enfants à l'époque. Du haut de mes 6 ans, je sens bien que quelque chose se trame. Les adultes ont trop souvent l'habitude de prendre les enfants pour des êtres ignorants, ou bien trop faibles pour comprendre. Or, je crois pourtant que les enfants sont plus à même que les adultes de gérer les situations difficiles ou très éprouvantes émotionnellement, à condition que l'on prenne le temps et le ton pour leur expliquer. Les enfants ont des antennes et je captais bien l'expression triste de ma mère. Mais que se passait-il ? Et là, ma mère raconte à notre hôtesse ce qui motive son intrusion au moment du déjeuner. Elle parle de façon feutrée comme si je ne devais pas entendre. Elle semble bouleversée. Elle contient ses larmes, je le sens. Bien qu'elle ne s'adresse pas à moi, mes oreilles de petite fille captent des bribes de conversation. Alicia vient d'avoir un accident. Elle a été transportée à l'hôpital. C'est grave. J'en apprends un peu plus au fil de la conversation, l'air de ne pas y prêter attention. Elle a été renversée et piétinée par une truie. Comme chaque jour, Alicia allait nourrir l'animal. Elle est entrée dans le toit, s'est approchée de l'auge pour verser le contenu d'un seau de pelure de fruits et légumes en tout genre. La truie s'est alors ruée sur Alicia, la bousculant et la déséquilibrant. Alicia tombe dans l'auge. La truie se rue sur elle. Elle s'acharne sur Alicia, la piétine. Alerté par les cris de sa mère et les grognements anormaux de l'animal, mon père se précipite vers le toit à cochons. Il découvre la scène. Alicia est déjà inerte dans l'auge. Le sang coule. Mon père écarte l'animal qui restait à l'affût d'un nouvel assaut sur ma grand-mère. Il réussit à maintenir l'animal en furie à l'écart. Avec l'aide de mon oncle venu à son secours, il prend sa mère dans ses bras et la délivre de ce cauchemar. Ils sortent du toit. Le sang ruisselle sur le visage défiguré d'Alicia. Son nez, son menton ne sont plus que lambeaux. Ces détails ne sont en ma possession que depuis peu. Mon père vient de s'ouvrir de ce moment en détail. Il avait toujours gardé sous silence les faits de l'accident. C'était la première fois qu'il les évoquait devant moi, de façon aussi précise. Je me souviens. Les jours qui suivirent, en rentrant de l'école, les adultes s'affairaient autour de moi. Mon père, ma mère, mon oncle, le frère de mon père vivant dans notre foyer, les voisins venant réconforter. Nous n'avions pas le droit, nous, ces petits-enfants, d'aller voir Alicia à l'hôpital. On nous préservait de la vision de ce visage défiguré. Son état est resté stationnaire pendant quelques jours. Il s'est dégradé au bout de 15 jours. Elle a été transportée d'urgence dans un centre hospitalier plus équipé. Elle est morte le 15 novembre 1966. Ma mère est venue me chercher à l'école. Ma grand-mère est morte sans que je puisse lui dire au revoir. Tout s'est accéléré. Les préparatifs de la sépulture. La famille à prévenir. La sépulture. Le partage des biens, quelques meubles, vaisselle et linge. Rien d'extraordinaire. Puis plus rien. Le vide. Plus un mot. Seulement la tristesse ambiante de mon père, ma mère et mon oncle Marc. La vie reprend son cours. Avec les souvenirs qui rejaillissent par moments. Oui, les souvenirs. Mon frère effrayé par les cris du porc au moment d'être tué pour faire la cuisine de cochon, comme dans les fermes à l'époque. Peu de mots ont été prononcés sur notre tristesse à nous, ces petits-enfants. J'avais 6 ans. Mes frères venaient d'avoir 3 ans et à peine quelques mois pour le plus jeune. Nous sentions la tristesse de nos parents, mais la vie reprenait le dessus. La vie impulse son mouvement quotidien et nous y soumet. Le jour se lève.
Le soir se couche et entre les deux, les tâches journalières. L'intérêt de mettre des mots sur cette mort? À quoi bon? L'important était de reprendre le cours de la vie. S'arrêter pour se dire n'était pas dans les habitudes de la famille. Dire ses ressentis. Dire ses regrets. Dire ses peurs, ses angoisses. Non. Il fallait continuer à vivre malgré cette absence au gré des saisons. Elle a pesé cette absence dans ma vie. Lourd, très lourd. J'étais très proche de ma grand-mère. Elle nous choyait, mes frères et moi. Alors que ma mère contribuait fortement aux travaux quotidiens de la ferme, elle était là comme du bon pain chaud à nous couver. Son sourire nous enveloppait d'amour. Une tartine au chocolat en rentrant de l'école. Une présence de tous les instants, mais tellement discrète en même temps. Une écoute. Et pourtant elle parlait peu. Comme si elle détenait secrètement quelques histoires de famille, enfouies, dont on ne parle jamais. Au risque de réveiller les fantômes. Elle m'a quitté. Le vide est né dans ma vie, le vide de sa chaleur, le vide de sa présence, le vide de l'absence des mots. Les mots qui donnent du sens à la douleur de la perte, les mots qui apaisent, les mots des émotions, les mots du cœur. Rien de tout cela, que du vide et de la solitude et de l'inquiétude face à la vie, le vide qui vous met en état de survie et la vie prend le dessus. Je me souviens. Ma grand-mère a eu 6 garçons qu'elle a élevés seule pour une grande partie. Son mari s'en est allé 6 mois après la naissance de leur dernier enfant, Marc. Elle a donc élevé ses enfants avec l'aide de son père dans un premier temps, tant qu'il était en vie, puis seule ensuite. C'est curieux, la destinée de cette femme semblait à voie unique, élever des enfants. Son adolescence a été consacrée rapidement à élever ses 2 demi-frères. Sa mère était décédée. Son père s'est remarié et a eu 2 enfants de cette deuxième union. La mère des 2 garçons décédera à son tour. Depuis toujours quasiment, Alicia a tenu ce rôle de mère nourricière, aux côtés de son père dans un premier temps, de son mari dans un second temps, et à nouveau près de son père à la mort de son mari. Ce dernier, Abel, avait 35 ans quand il s'est éteint. C'est trop jeune. Il est mort d'un mauvais mal au poumon. Aujourd'hui, on parlerait sans doute de cancer. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Le travail de la terre est enraciné dans mes origines, celles de ma lignée. Ma famille louait les terres et les bâtiments de la ferme à un noble de la région. La tradition s'est perpétuée de génération en génération, puisque tous les enfants d'Alicia sont devenus agriculteurs, de même qu'un certain nombre de petits-enfants. Décidément habitus familial, quand tu nous tiens. Ils étaient nombreux à la ferme au moment où Abel est mort car à cette époque même s'ils se mariaient, les enfants continuaient à vivre sous le même toit et à partager le quotidien du clan. Le couple de ma grand-mère tenait la ferme sous l'œil avisé et très autoritaire de son père. Un homme de caractère et de principe, intransigeant avec quelques idées politiques bien arrêtées paraît-il, de gauche m'a dit récemment une de ses petites filles. Des principes d'éducation aussi qui laissaient peu de place à la discussion. C'était lui qui donnait le ton. Le patriarche. J'ai le sentiment que de s'affirmer auprès d'un tel homme devait rester une manœuvre délicate à opérer. En plus du couple de mes grands-parents et du représentant patriarcal, vivait aussi sur la ferme un des demi-frères d'Alicia. L'autre s'était expatrié pour Tours, l'appel de l'amour. C'est mon père qui a repris le flambeau sur la ferme où étaient mes grands-parents. Il voulait être ébéniste ou charpentier. Il a été agriculteur. Aujourd'hui, il est en retraite. Mes frères assurent la relève. J'ai grandi dans cet univers d'un monde agricole, rythmé par les saisons. Je me souviens des rassemblements des paysans des fermes environnantes. Le moment des battages. Les odeurs me reviennent. Les rires aussi. Ceux des enfants qui allaient et venaient entre les champs et les préparatifs du repas. Des tables avaient été installées par mon père et mon oncle pour la circonstance dans un hangar, à l'abri du soleil. Les femmes s'affairaient autour de salades en tout genre et viandes diverses. Il fallait que tout soit prêt, pour le moment où les hommes allaient arriver. Pas question de les retarder dans leurs travaux. La tâche était belle, et la journée promettait d'être longue. Une ambiance légère régnait alors. Les enfants soucieux de contribuer aux travaux, proposaient leur aide. Pour bien vite s'abandonner au jeu dans la paille ou le grain récolté.
Aux grandes dames de mon père qui tenait à la production de son blé comme à la prunelle de ses yeux, et perdait patience devant autant de batifolage. Je me souviens aussi de la cuisine de cochon, que nous faisions avec mon oncle Jean. Je revois ma grand-mère touiller pendant des heures la fraissure dans le chaudron réservé à cet effet. Les rillettes, les boudins blancs. Et les odeurs de brioche au moment de Pâques. Mon père et son frère Jean brassaient la pâte dans un abreuvoir en métal galvanisé, servant habituellement pour les vaches. Mon père le nettoyait soigneusement plusieurs jours à l'avance pour la circonstance. L'abreuvoir pouvait alors recevoir œufs, farine, sucre, fleurs d'oranger. Je revois leurs mains mélanger les ingrédients et les malaxer. Pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment souple. Elle était ensuite enveloppée dans des linges blancs et déposée dans des paillassons, sorte de panier en osier, où elle devait reposer un long moment. Chaque paillasson était ensuite posé dans les lits, sous les édredons pour que la pâte lève. Elle restait un jour, embaumant la maisonnée avant d'être à nouveau pétrie et tressée pour être cuite dans le four à bois. Mon père avait pris soin de chauffer suffisamment le four auparavant. Il se transformait alors en pâtissier. Nous lui approchions les brioches qu'il déposait délicatement sur une palette en bois, et les enfournait avec amour. Son visage s'éclairait quand elles ressortaient dorées à souhait. Il faut dire qu'elles avaient au préalable été nappées d'un mélange de jaune d'œuf et de lait appliqué délicatement sur chacune d'elles par ma mère et moi. Elles ne pouvaient qu'être dorées. Je salive à l'idée des grosses tranches de brioches bien fermes, nappées de confiture faite maison. Nous partagions ensuite les brioches avec mon oncle. Ma mère en mettait une partie au congélateur pour la ressortir durant l'année, et la servir avec fierté avec une crème anglaise de sa confection. Du nectar. Comme ils me reviennent ces souvenirs avec leurs odeurs et leurs saveurs. C'est confus dans ma tête. Quel âge avais-je à l'époque? Était-ce avant la perte de ma grand-mère? Après? Les deux, je crois bien. Peu importe. C'est confus dans ma tête. Je me rends compte aujourd'hui que ces moments sont gravés dans ma mémoire comme des moments de joie et de partage. Ils étaient enfouis, et l'accès m'en était refusé jusqu'à aujourd'hui. Trop souvent, seule la tristesse d'avoir perdu un être cher, irremplaçable, restait de mon enfance. Comme si avec Alicia s'était évaporée mon insouciance d'enfant. Est-ce le fait d'arriver au mi-temps de ma vie, qui m'ouvre la porte de ces souvenirs agréables? Comme s'il en était trop. Trop de tristesse. Trop de temps passé à essayer de l'évacuer. À reconstituer le puzzle des faits, des sentiments et des ressentiments. Assez. Je m'arrête là. Je dépose tout, avant d'atteindre mes 48 ans. Il est temps. Voilà 13 ans que je ressasse les événements de ma vie depuis ce moment, pour en démêler les fils de l'écheveau et en comprendre le sens. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que le simple fait d'une voix perçue dans une semi-conscience vient me percuter avec cette injonction, écrit. Et tous les souvenirs enfouis remontent. Et le plus incroyable c'est que je suis en train de m'exécuter, j'écris. Mon parrain. On l'aura compris, la mort de ma grand-mère a laissé en moi un grand vide non mesurable à l'époque. J'étais bien trop petite pour mettre des mots dessus, mais il a généré un sentiment de manque incommensurable. Un vide d'amour que je ne cesserai de chercher, quel qu'en soit le prix à payer. Un vide d'amour malgré la présence de mes parents et de mon oncle Marc. Marc était le plus jeune fils d'Alicia. Un homme bon, bonasse dirait certaines mauvaises langues. Facile d'être en grande forme lorsqu'on est 6 mois avant le décès de son propre père. Cela doit laisser des traces, il me semble. Marc l'a expérimenté. Abel, son père était déjà malade lorsqu'il a été conçu. Qu'a-t-il perçu en tant que fœtus? Le chagrin de sa mère? La tristesse et la douleur de son père? Tout cela à la fois? Et sa conception? Dans quel état d'esprit étaient ses parents à ce moment-là? Je crois en effet que la façon dont on est conçu, circonstance ou état d'âme des parents dans ces moments-là, a une influence capitale sur la destinée de l'enfant. C'est un être de sensation bien avant même qu'il ne soit formé. À sa façon, il perçoit le monde qui l'entoure. Ne l'oublions pas, il est fait à partir des cellules de ses parents. Il porte en lui forcément la mémoire cellulaire de ses deux géniteurs. Bien sûr, il va se développer à sa manière, et va devenir un individu à part entière.
Certes, mais à la base, il est issu de l'assemblage des cellules parentales et arrive donc au monde avec un patrimoine génétique déjà bien affirmé. C'est seulement au moment de l'apprentissage de la marche que l'entourage de Marcel s'est rendu compte d'une certaine fragilité physique chez lui. Il se heurtait à tout ce qui était en relief et se retrouvait plus souvent sur les fesses que debout. Il semblait se cogner toujours du même côté gauche. Après consultation d'un spécialiste, on découvrait que sa vue était défaillante. Quelques dixièmes à un œil. Rien à l'autre. Il fallait l'opérer. Rapidement. Un œil de verre et des lunettes. Il a vécu avec cet équipement dès son plus jeune âge, pour l'aider à mieux voir, dans sa vie. La nature avait fait de ses frères de robustes gaillards. Lui était plus fragile du fait de ce handicap. Il l'a toujours été, même en vieillissant. C'était mon parrain. Célibataire, il a vécu toute sa vie avec mes parents, accompagnant mon père dans les travaux de la ferme, dans la mesure de ses possibilités. Mes frères et moi lui menions la vie dure parfois. Il affrontait nos farces toujours avec le sourire, même si parfois nos moqueries allaient un peu loin. C'est pourtant grâce à lui si je suis en vie aujourd'hui. Il m'a sauvé de la noyade alors que j'allais sombrer au fond d'un abreuvoir à bestiaux. Du haut de mes 3 ans, j'avais voulu m'approcher de l'eau. Je me suis donc suspendu à la paroi assez haute de l'abreuvoir pour me hisser sur le rebord. Emporté par le poids de mon corps, j'allais chuter la tête la première dans l'eau. C'est alors que Marc m'a rattrapé par les pieds pour me sortir de ce mauvais pas. Il racontait cette anecdote en se moquant doucement. Très fier cependant. Tu aurais bien pu rester au fond de l'abreuvoir, petite. Si je ne t'avais pas rattrapé par le fond de la culotte. Il souriait plein de tendresse. Il affichait toujours le sourire. Il avait le même sourire que sa mère. Un sourire bon enfant. Un sourire toujours le même, qui exprime à la fois du contentement mais aussi une forme de mélancolie. Oui, c'est cela. Un sourire qui n'ose sourire. Un sourire qui arrive, mais comme avec une forme de retenue. Une forme de gêne. Parfois, j'avais l'impression que ce sourire ne s'adressait pas à moi mais à quelqu'un d'autre, de l'ordre d'un ailleurs inaccessible. Oui, leur sourire était étrange, chaud, doux et comme s'adressant à de l'ailleurs au-delà de la personne qu'ils avaient en face d'eux. En y repensant bien, je retrouve ce sourire chez mon père, chez mon compagnon aussi. C'était lui, Marc. Silencieux, mais toujours à l'affût. En bon observateur, il avait souvent un œil, le seul qui lui restait sur moi et mes frères. Il nous envahissait d'un regard d'amour, nous scrutant souvent comme pour observer le moindre détail de nos visages. Je me rends compte aujourd'hui que je n'ai jamais vraiment pris le temps de savoir comment il vivait son handicap visuel. Je ne cherchais pas à comprendre à l'époque. Il avait même par moments une tendance à m'agacer en restant stoïque, acceptant les choses sans rien dire. J'ai l'impression aujourd'hui d'être passé à côté de cet homme. Curieuse vie que la sienne. Ce n'est que bien plus tard, lorsque j'ai commencé à réfléchir sur le sens réel de ma propre vie, que je me suis rendu compte qu'il avait eu un petit frère qui portait le même prénom, Marc. Ce dernier était décédé à l'âge de 2 ans. Il était courant autrefois de donner le prénom d'un mort à un nouvel enfant. Comme si on voulait oublier que le premier était mort. C'est ce qui s'est passé. Cette situation m'a longtemps interpellée. Un enfant qui porte le même nom qu'un autre enfant de la même famille, un frère en l'occurrence, est forcément en lien avec lui. Un enfant de remplacement ? Je dois dire que mes lectures et mes expériences de l'analyse psychosomatique m'ont bien éclairé à ce sujet. Oui, c'était cela. Un enfant de remplacement. À tel point qu'il n'a pas pu construire sa vie en propre. Il a toujours vécu dans le foyer de mes parents. Je ne lui ai pas connu une seule aventure amoureuse. Petit, il a souvent été malade. Adulte, il a continué. Impressionnant le nombre de fois où il s'est retrouvé à l'hôpital, comme s'il en avait besoin. Une appendicite, un problème à la vessie, une hernie, une inflammation intestinale. Certains auraient eu envie que tout cela s'arrête, et se seraient rebellés. Lui, non. Il acceptait, et arborait même une certaine satisfaction à l'idée que l'on s'occupe de lui. Il aimait que les infirmières soient près de lui et le chouchoutent, lui disions-nous en le taquinant. Oui, il aimait cela. En ce qui me concerne,
J'étais consternée à chaque fois qu'il allait à l'hôpital. Les médecins lui avaient forcément enlevé un bout, ou étaient sur le point de le faire. Lui semblait résigné, presque heureux qu'on soit contraint de lui enlever quelque chose pour qu'il se sente mieux. Que cherchait-il? Avait-il à ce point un tel besoin de s'alléger? Impossible de partager mon analyse avec ma famille, mes parents et mes frères. Ils n'auraient pas compris. Je sais aujourd'hui que la maladie est une expression du corps, qui se manifeste pour nous dire quelque chose. Une chose qui n'a pas été exprimée avec des mots. Que pouvait vouloir dire son corps en inventant sans cesse de nouveaux mots? Soigner le corps est une chose. Comprendre son langage en est une autre. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui en parler. Peine perdue, nous serions allés au conflit si j'avais insisté. Nous n'avons pas tous la même envie ou capacité de voir et de comprendre les choses. Il se mettait alors en colère. Et pour cause. C'était inimaginable. On cesserait alors de prendre soin de lui. Impensable. Il devait passer par là. C'était son destin. J'ai fini par m'adapter à ce point de vue, à l'opposé de ma propre philosophie. M'adapter, c'est beaucoup dire en ce qui me concerne. J'ai simplement renoncé à aborder cela avec lui ouvertement, de même qu'avec ma famille. Ma grand-mère est morte en 1966. Marc a 66 ans. Quelle coïncidence. Et si j'arrêtais de me poser des questions? Inconcevable en ce qui me concerne. En réalité, sa mort m'intrigue. Il est mort des suites de ses blessures après avoir été heurté et molesté par une vache, alors qu'il lui apportait de la nourriture. Il est passé par-dessus l'animal pour retomber et se briser. Il est resté très fragile à la suite de cet accident, et s'est éteint peu de temps après comme s'il avait bouclé une boucle. Il avait rejoint sa mère, y compris dans sa façon de mourir. En empruntant le même chemin qu'elle, cette mort presque si brutale que celle de ma grand-mère me laisse un amer goût. Comme toute mort, me direz-vous. Mais non, c'est autre chose. C'est comme si ce parcours de vie me dérangeait dans ce qu'il représente de résignation. Comment peut-on vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte? Sans chercher à s'en dégager. Sans chercher à découvrir coûte que coûte qui l'on est. Jamais, en apparence, il ne s'est interrogé sur sa place particulière dans la fratrie. Mais peut-être était-ce ce qu'il allait chercher au travers d'organes réparés ou remplacés, ou encore enlevés. À quoi bon garder ce qui semble gêner? La migraine. La rupture. La mort est curieuse. Elle vous prend ce qui est important pour vous, l'amour d'un proche, et elle vous laisse là avec la vie. Débrouille-toi petit. Va. Semble-t-elle dire. Construis ton chemin. Tu dois vivre. Vivre à pleines dents. Oui, mais voilà, comment vivre avec l'absence de l'autre? Comment vivre avec ce vide? Comment y faire face alors qu'on a 6 ans? C'est bien cela que l'on devrait nous apprendre en tant qu'enfant plutôt que l'arithmétique à tout prix. On devrait nous apprendre les règles de la vie et de la mort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.